pense que le mec qui est aujourd'hui actif en NBA, qui m'a le plus fait kiffer depuis 10 ans, et je sais que c'est pas le choix le plus populaire, c'est Damian Lillard. J'ai du respect pour Kawhi, j'en ai beaucoup moins pour Zion, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que cette équipe, au moment où on se parle, je sais plus, elle est 11 ou 12e de la conférence Ouest, et ça mérite mieux que ça. Un mec comme lui, il mérite mieux que ça. Je sais pas, je te dis, c'est peut-être un côté vieux con que j'ai, mais tu vois, je pense que je préférerais porter un maillot Sean Kemp qu'un maillot aujourd'hui LeBron aux Lakers, l'été à la plage. Il y a plein de mecs qui te font un peu rêver en ce moment parce que les mecs, c'est des machines à highlights, tu vois, les Ja Morant, ils te font kiffer. Après, moi, j'ai un côté un peu vieux con, tu vois, et même s'il est plus sur la fin que sur le début, moi, je pense sincèrement, c'est marrant parce que j'en parlais l'autre jour avec les gars d'NBA Extra, je pense que le mec qui est aujourd'hui actif en NBA, qui m'a le plus fait kiffer depuis 10 ans, et je sais que c'est pas le choix le plus populaire, c'est Damian Lillard. It's Lillard. He got the shot off. C'est le mec qui m'a régalé, qui a mis des buzzer beaters incroyables, qui a mis des tomards incroyables. Puis il a ce côté esthète, tu vois, un swag qui déborde. Voilà, moi j'ai adoré Damian Lillard. Après, il y en a plein. Steph Curry, c'est un bonheur de le voir jouer, évidemment. Mais la jeune génération, les Ja Morant, les Anthony Edwards, bah oui, bien sûr que ça fait kiffer aussi, quoi. L'état d'esprit de Kobe en lui-même, je pense qu'il n'y en a aucun qui l'a. C'est-à-dire le côté cerveau matrixé total, je ne vis que pour et par le basket. Tu vois, ça, je pense que c'est le seul qui poussait à ce degré de fanatisme, en fait, l'amour de son travail. Maintenant, dans le côté un peu tueur, oui, bien sûr que Damian Lillard, je retrouve son buzzer beater sur Paul George, le bye-bye, c'est Kobe, quoi, 100%, craché. Lillard, long range three, and it's good! At the buzzer! Damian Lillard! Are you kidding me? Après, on peut discuter de plein de trucs. Kobe, il avait cette élégance naturelle que je retrouve un peu chez Steph Curry, tu vois, le handle, la facilité de dribble magnifique. Kobe, c'était un combiné de tellement de facteurs, l'élégance, l'instinct du tueur, la charge de travail assumée, le côté arrogant aussi parfois, surtout en début de carrière. Je sais pas, personne retrouve toutes ces qualités à la fois, tu vois. Mais tu peux en piocher à droite à gauche, ouais, un peu de Lillard, un peu de Curry, un peu des mecs comme ça, quoi. Est-ce que tu peux, en me désignant, prenant un maillot, me dire quelle équipe, selon toi, va remporter le titre cette année? Waouh, c'est dur comme question. C'est dur. Bah, c'est marrant parce que là, pour cette année, il y a vraiment deux philosophies qui s'opposent. C'est soit tu fais ce qu'on a toujours fait en NBA, c'est-à-dire que tu donnes du crédit à l'expérience. Et dans ce cas-là, je te prends le maillot de Jason Tatum. Voilà, je te dis que Boston, ils sont champions de titre, ils savent faire, ils ont une belle équipe qui n'a pas bougé, ils vont être champions. Bah, soit tu acceptes de changer un peu de philosophie et tu te dis que, putain, il y a quand même deux équipes, mais dont une, moi, qui me marque particulièrement, qui font des saisons régulières fantastiques. Et alors, attends, il faut que je te trouve le maillot. Il est où? Eh ouais, il est là, voilà. Soit je te choisis un maillot d'OKC, et j'accepte l'idée que l'expérience fait peut-être pas tout, mais que cette équipe, elle est juste incroyable. Elle a un leader surhumain, il joue bien, c'est collectif, puis surtout, ça défend de fou. J'attends, je vais être un peu patient avant de leur donner ce crédit-là. Pour l'instant, le champion, c'est Boston, donc je leur mets une toute petite tête d'avance sur Cleveland et OKC. Mais si j'ai envie d'être un peu foufou, mon bet de cette année, bon bah voilà, Oklahoma City. Kawhi, rien à dire. C'est un mec qui m'a fait rêver. 2 titres, 2 trophées de MVP des finales, 2 fois, si je dis pas de conneries, 2 fois meilleur défenseur de l'année. C'est un monstre. Sur les finales à Toronto, moi, quand avec la Team Bean, on est là-bas, tu regardes la télé toute la journée, ça le compare froidement, ouvertement à Jordan. C'est ce qui se rapproche le plus de Jordan aujourd'hui, la domination et tout. Donc respect à lui. Problème, c'est ses blessures. Il a toujours été marqué par ses blessures. Voilà. Zion, c'est différent parce que Zion, c'est un mec qui arrivait avec une hype terrible. C'était le nouveau LeBron, en fait, annoncé comme ça. Un monstre, athlétique, physique, il met des tomards alors qu'il fait 140 kilos, c'est fou. Mais moi, ce que je lui reproche à Zion, c'est qu'il a rien fait. Alors, les blessures, c'est les blessures, soit. Mais les blessures, parfois, tu sais, la prévention, ça compte dans la prise en compte d'une blessure. Et on a l'impression, moi je le connais pas personnellement, je l'ai jamais interviewé, mais on a l'impression de ce qu'on lit et qu'on entend,
que Zion, c'est pas un immense professionnel. Voilà, on va dire comme ça, qu'il se laisse un peu aller, qu'il n'est pas rigoureux, que son régime alimentaire, c'est pas terrible. Et ça, moi, j'en voudrais toujours un peu à un sportif de ce niveau-là. On réalise pas ce que c'est que d'être en fait joueur NBA, alors l'effort que ça demande, mais la chance que c'est. Tu fais partie des 400 meilleurs joueurs de la planète au basket. Moi, j'ai joué au basket, je me suis battu comme un chien, mais j'avais pas de talent, je jouais en National 2, c'était ridicule, tu vois. Ces mecs-là, ils ont un talent, ils ont un truc en plus, et quand tu arrives à ce niveau-là, te laisser un petit peu aller, bah moi, ça m'emmerde un petit peu. Parce que je me dis qu'on t'es béni des dieux, on t'offre une opportunité, et j'ai l'impression que tu la piétines un peu. Donc j'ai du respect pour Kawhi, j'en ai beaucoup moins pour Zion. Voilà. Et il y a une partie des États-Unis que j'adore, mais genre en mode, pas basket, en mode géographie des States, c'est l'Arizona. Je trouve ça trop beau, c'est mon état préféré des States. Et le problème, c'est que Phoenix, cette année, où j'ai prévu d'aller d'ailleurs au mois d'avril, et bah c'est une des déceptions de l'année, si c'est pas la déception de l'année pour moi. Tu vois, ce maillot qui est quand même assez prestigieux, même s'il a pas gagné grand-chose, il y a quand même eu des joueurs fantastiques qui sont passés par là. Et ils avaient tout ce qu'il faut, enfin ils ont toujours tout ce qu'il faut cette année sur le papier pour aller loin, et ils me déçoivent énormément comme toute la NBA, et j'ai du mal à mettre le doigt sur le pourquoi. Mais ce qui est sûr, c'est que cette équipe, au moment où on se parle, je sais plus, elle est 11 ou 12e de la conférence Ouest, et ça mérite mieux que ça. Un mec comme lui, il mérite mieux que ça. Donc voilà, un peu déçu de Phoenix. Milwaukee, il y a un côté... ils disent là-bas, ils disent bittersweet, un peu aigre-doux, tu vois. C'est-à-dire que c'est une équipe que t'aimes bien aimer, qu'on a adoré voir champion. C'était un très beau champion en 2021, les Bucks. Giannis régnant, leader exemplaire, vraiment. Voilà. Début de saison, passé à côté complet, en travers. On se demandait ce qui allait se passer. Ça parlait d'un départ de Giannis, ça parlait de plein de choses. Ça aurait été ultra triste, hein, soit dit en passant. Si Giannis avait dû quitter le navire, ça aurait été ultra triste. Là, je les vois se relancer. Ça va mieux. Lillard est bon. Il y a un petit doute sur Middleton. On ne sait pas trop son apport, s'il peut redevenir ce qu'il a été. Mais cette équipe-là, c'est une équipe qui, pour moi, quand même, doit être un mastodonte de la conférence Est. Alors, ils ont pris du retard sur les deux premiers, qui sont Boston et Cleveland. Ils ont pris du retard sur New York, mais ça, je pense qu'ils peuvent peut-être le combler. Je me méfierais toujours au mois d'avril en play-off d'une série de play-off, tant qu'Giannis est en bonne santé, ce qu'il n'a pas été dernièrement les années précédentes. Tant que lui est en bonne santé, je me méfierais toujours d'une série de play-off avec les Bucks. J'ai encore envie d'y croire un petit peu pour cette année. Voilà. On parle beaucoup de Jimmy Butler en ce moment. Pour toi, où est-ce que tu as envie de voir Jimmy Butler, lui qui veut partir? Tu veux le voir associé à quel joueur? Déjà, ce maillot, prenez-le, parce que j'ai l'impression qu'il sera bientôt collector. Hein, que le Miami comme ça, Butler 22, vous l'aurez bientôt plus. Je sais pas trop quoi penser de Jimmy Butler. C'est un mec que j'aime beaucoup. Tu me parlais tout à l'heure des comparaisons avec Kobe. Bah, lui, c'est un mec, tu vois, dans l'esprit, un chien qui se bat, qui donne tout, tu vois, sur le terrain. Il est 100% dedans. C'est peut-être d'ailleurs celui qui s'en rapproche le plus à ce niveau-là. Il a fait des merveilles pendant des années à Miami. J'ai l'impression que le cycle est terminé. Où est-ce que j'aimerais le voir? Ça, c'est la bonne question. Je sais pas quoi penser de lui. C'est un mec que j'ai toujours bien aimé, que je trouve un petit peu gourmand en fin de carrière, là, quand il parle de contrat, quand il parle de tout ça. Je sais pas si j'adhère totalement à son discours non plus. Donc j'ai un peu de mal à le voir chez un vrai contender. C'est un mec qui a une vie difficile, c'est un mec qui vient du Texas. Ça semblerait logique qu'il veuille retourner là-bas. Il y a du sens en tout cas. Houston, Dallas, ça parle dans ces deux franchises beaucoup. Ouais, non, Jimmy Butler, je suis pas sûr que les top franchises, les exécutifs, les boss des top franchises se battent autant pour lui que ce que le grand public a l'air de le penser, quoi. Est-ce que tu donnerais tout, là, actuellement, pour donner une ultime chance à LeBron James de remporter un titre? Non, ma réponse, elle est claire. Je trouve que cette franchise, elle est... je dirais pas très mal gérée, je dirais pas excessivement bien gérée depuis quelques années non plus. Je tombe pas sur Rob Pelinka à 200%, mais ce côté tout bazardé pour offrir une dernière chance à sa superstar... moi, j'ai plutôt la philosophie du la franchise au-dessus de tout le reste. C'est le côté pas travaillé face à Jimmy Butler, par exemple, tu vois. Et ce que j'ai trouvé cool comme discours cette semaine en NBA qu'on a appris, c'est Steph Curry qui tient ce discours-là avec ses Warriors. Lui-même dit qu'il faut pas tout bazarder pour lui, en fait, pour lui offrir une dernière chance. Et moi, je trouve ça bien. Une franchise, ça doit être au-dessus de tout. Tu vois, ce maillot des Lakers, il est beau comme tout. Alors oui, aujourd'hui, on a LeBron James, c'est fantastique. Mais ce maillot, il était beau avant LeBron, et il sera beau après LeBron, en fait. Et je veux qu'il soit beau après LeBron. Et donc, LeBron, il lui reste quoi cette année? Sans doute l'année prochaine, et on peut penser que ça sera la dernière, tu vois, a priori, enfin, sauf une immense surprise. Et ben, j'aimerais bien que dans 2 ans, en fait, ils aient des assets encore pour aller, pour rester un contender, les Lakers. Donc 2 ans, a priori, le salaire de LeBron James va se libérer, ça devrait permettre aux Lakers de recruter une autre star, parce que c'est Los Angeles, parce qu'il y a toujours des stars à Los Angeles qui vont vouloir venir, ça marche comme ça, c'est le sex appeal de cette franchise.
Et je suis pas sûr que ce soit dans leur intérêt de tout bazarder pour aller chercher quelqu'un d'autre aujourd'hui. Surtout que de toi à moi, les Lakers, d'ici la fin de LeBron, j'ai du mal à imaginer comment ils vont gagner un titre. L'impact, quel est l'impact de LeBron aux Lakers? On peut en débattre, les historiens du basket aiment bien faire ça. Je te dis, on a tendance à minimiser la période qu'a passé LeBron aux Lakers. On se rend pas compte qu'il a joué plus longtemps aux Lakers qu'à Cleveland, par exemple. C'est important, tu vois. C'est la franchise où il a passé le plus de saisons, Los Angeles. Il a gagné un titre. C'est là où il a vécu des moments importants. L'histoire des 40 000 points, devenu le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA. Il a vécu des choses comme ça. Il a joué avec son fils. On en a fait des caisses, mais c'est important pour lui. Maintenant, la franchise de Los Angeles, c'est une franchise qui a une histoire longue comme le bras. Tu peux faire des comparaisons entre tout ce qui s'est fait. La statue, je pense que ce serait peut-être exagéré. Quand tu vois les mecs qui ont la leur, Magic, Karim, Kobe, Shaq, je suis pas sûr que LeBron rentre dans cette discussion-là. Pour la franchise des Lakers, je parle pas de l'histoire du basket, je parle pour la franchise des Lakers. Maillot tiré, on peut en discuter. Il y a quand même déjà beaucoup de maillots tirés aux Lakers. On a retiré celui de couple, là, Michael Cooper, il n'y a pas longtemps, qui est une légende aussi du Showtime, qui est la plus belle période des Lakers. Est-ce que LeBron mérite d'avoir son maillot tiré? Si tu me demandes mon avis, moi, j'en suis pas sûr. J'ai quand même l'impression que la direction de la ligue et de la franchise voudront que ce soit le cas. Je pense que ce sera peut-être le cas, même si moi, je suis pas persuadé que ce soit mérité. Voilà. Ah, celui-là, il est beau. Hein. Ah, celui-là, il est magnifique. Hein. Celui-là, il est vraiment très très beau. Et ouais. Et alors pourtant, tu sais, souvent, on me pose la question, on me dit, toi, tu es plus Kobe version 8 ou Kobe version 24? Et c'est une question qui est qui porte plus de sens qu'on le pense, hein, quand on dit ça, parce que t'as plein de gens qui disent c'est juste un maillot, mais en vrai, ça correspond à une philosophie de vie, d'être humain, tu vois. Est-ce que t'es un jeune fou arrogant, etc., ou est-ce que t'es un mec plus âgé, plus mature, plus posé, plus réfléchi? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de maillot pur et dur, bien sûr que le Lakers, il sera toujours beau, violet ou doré, peu importe. Mais le bleu, je le trouve vraiment somptueux. J'ai appris à aimer le basket avant ça, et j'ai appris à aimer le basket, je te dis, avec les Lakers. Mais en fait, les 3 premières têtes, moi, qui me font aimer le basket, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, forcément Lakers, et c'est l'époque Allen Iverson. Donc voilà les 3 qui me font aimer le truc. Et c'est pour ça que je tombe amoureux de ce maillot à cette époque-là. Après, j'ai la chance de passer 3 ans à Los Angeles et d'y vivre, de couvrir les Lakers au quotidien, d'interviewer Pau Gasol, Kobe Bryant, tous ces mecs-là au quotidien. Bah, tu développes un amour, un lien forcément pour le truc et c'est resté. Moi, je suis amoureux de cette ville déjà, de Los Angeles. Je suis amoureux de sa franchise de basket, mais pas que, de baseball, j'aime les Dodgers, j'aime tout ça. Donc ouais, moi, tu vois, ce maillot, alors, le Kobe en particulier, mais il me fera toujours un petit truc, ouais, clairement. J'ai vécu beaucoup de moments incroyables au Staples Center. J'ai eu cette chance-là terrible dans mes 3 ans de vie là-bas. Mais moi, le truc qui, en tout cas, m'a le plus marqué dans l'instant, première année que je vis aux États-Unis, enfin à Los Angeles, c'est la saison 2009-2010 NBA. Je suis tout jeune, j'ai 24 piges, je viens de m'installer là-bas, je commence à bosser pour Canal+. Arrivent les finales NBA, Canal+ me demande de les couvrir avec Xavier Vaution, Georges Eddy, Bruno Poulain qui commentent les finales, et donc je me retrouve dans le Staples Center pour mes premières finales NBA, dans la salle, Lakers-Celtics. Affiche historique que les Lakers vont remporter, c'est en 2010, c'est le dernier titre de Kobe. En 7 matchs face à Boston, je vis un truc phénoménal, historique, tout ce que tu veux. Et je me souviens d'un moment dans le match 7 où de me dire, alors je commentais pas pendant les matchs, moi je faisais des reportages, je tenais la caméra et je regarde Bruno et Georges qui sont en train de commenter et je vois ce qui se passe sous mes yeux et d'avoir un moment de réalisation, de me dire mais putain, mais tu vis un rêve de gosse, t'es dans la salle, dans le Staples Center pour voir les Lakers face aux Celtics, match 7 de finale NBA, c'est le feu. Et de me dire putain, mais c'est incroyable la chance que j'ai, quoi. Incroyable. Rondo fakes, dribbles, puts up the three, won't go, rebound to Sol, kicks it out to Odom, Odom throws it ahead, the Lakers repeat back-to-back titles, the LA Lakers, the 2010 NBA champions. Des souvenirs forts, j'en ai plein. Le premier match de beIN Sport en 2012, novembre ou octobre 2012, ça doit être fin octobre 2012, que je commente avec Eric Mikou, c'est une victoire des Spurs de San Antonio sur un buzzer beater de Tony Parker face à OKC à l'époque, moment très fort. Green slipping, defended by Sefolosha. It's Parker, good! A cold-blooded game-winning shot by Parker. Mais je pense que le plus fort de tous, ça restera en avril 2016. Je suis avec Chris Singleton au commentaire du dernier match de Kobe. Match fou face à Utah où il prend feu, il met 60 points, il offre la victoire à son équipe qui est pourtant menée. Oh mais quel scénario!
Mais quel scénario! Kobe! Ah là, on cherche à le libérer. C'est à 2 points! Imaginable. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais qu'est-ce que vous voulez de plus pour être heureux dans la vie? Non, je veux ça, c'est parfait. Et il fait son fameux Mamba out au micro à la fin en lâchant, en droppant le micro. Frisson, terrible ce moment-là. What can I say? Mamba out. Alors l'année 2016, elle est marquante à bien des aspects parce que c'est le farewell tour de Kobe qui est un peu long. L'année elle est un peu dure, où les Lakers gagnent pas grand-chose, où tu le vois balancer des shoots dans tous les sens, soir après soir, c'est pas toujours beau, mais la fin est magnifique. Et puis c'est conclu par le plus beau des points d'exclamation, qui est peut-être la plus belle finale NBA que j'ai pu voir moi, c'est la finale NBA 2016, le comeback des Cavs sur les Warriors, menés 3-1, qui reviennent, qui gagnent. Nous on est à l'entraînement avec Jacques, avec Xav, le lendemain de la victoire des Warriors où il y a 3-1 pour Golden State. Bon, pour tout le monde c'est terminé, c'est acté, les Warriors vont encore être champions. On voit les Cavs arriver à l'entraînement et je me souviens très bien puisque nous on a accès, tu sais, à ces salles d'entraînement et on est posé contre un mur assis avec Jacques comme ça en train d'attendre. Et parce que les Cavs sont à la bourre, bon bah voilà, c'est la fin pour eux aussi, ils prennent les trucs un peu tranquilles. Et ils arrivent et ils viennent se poser, mais littéralement juste à côté de nous. Moi je suis assis, tu vois, c'est comme si j'étais assis là contre ce mur là, hop, je suis assis par terre comme ça là, avec Jacques en train d'attendre, et hop, d'un seul coup les Cavs arrivent. Et je te jure qu'on n'a même pas le temps de bouger, on les voit venir vers nous, un petit groupe, et il y avait LeBron. Ah, c'était qui les autres? Il y avait 2 autres mecs avec lui, je me demande s'il n'y avait pas Tristan Thompson, je sais plus. Et LeBron vient s'asseoir, je te jure que c'est vrai, à 50 cm à 1 mètre de moi. Il vient s'asseoir, là, hop, il se pose, il enlève son haut, il a son casque, il est tranquille, il a son t-shirt noir. Et nous, on vit ce moment-là avec Jacques, et, tu vois, c'est un peu fort, on voit ces mecs arriver, tout le monde les donne morts-vivants, etc. Puis finalement, ils vont revenir, ils vont gagner le match 5, puis le match 6, puis le match 7, et on vit tout ça sur place. Et c'est des souvenirs hyper forts, parce que tu dis que l'histoire de la NBA, c'est un peu écrite à ce moment-là, quoi. Et nous, on l'a vécu, on a eu cette chance-là. Puis pour beaucoup, c'est peut-être le plus beau titre, le plus grand accomplissement de LeBron. Ouais, c'est en tout cas la plus grosse surprise de l'histoire de la NBA, puisque ça n'était jamais arrivé, un 3-1 remonté en finale NBA. LeBron l'a fait, et c'est le plus inattendu. Quand il est avec Miami, le Big Three, on est presque déçus en 2011 quand il ne gagne pas face à Dallas, puis il gagne en 2012, puis il gagne en 2013. Avec les Lakers dans la bulle, c'est particulier. Donc oui, je pense qu'il n'y a même pas de débat. C'est le plus beau des titres de LeBron. C'est le premier pour Cleveland depuis 50 piges. C'est magnifique. Cleveland! This is for you! Oh! Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est pas mal. Que du bien. Je pense que du bien de Cade. Il est beau ce maillot aussi, là. Je pense que du bien de Cade Cunningham. Et je vais te faire une petite confidence. Moi, en amoureux des Lakers que je suis, on parlait tout à l'heure de la fin de LeBron, qui arrivera un jour ou l'autre, quand LeBron prendra sa retraite et que ça va libérer de la place aux Lakers et qu'ils vont chercher une nouvelle star. Et ben, je me demande si le pari, ça pourrait pas être Cade Cunningham. C'est pas la star la plus flashy aujourd'hui, mais c'est un mec qui est en train de me montrer tellement de choses. Un QI basket supérieur, des épaules solides. Il a un côté très Brunson dans le sens où il se la raconte pas trop. J'aime bien ce mec-là. Je trouve qu'il est en train de devenir la superstar qu'on attendait de lui. Et vraiment, je suis excité de voir la suite pour Cade Cunningham parce que c'est un mec en qui je crois beaucoup, moi. Sur les quelques matchs qu'il y a eu depuis 2020, le premier, c'est quoi ton plus beau souvenir de NBA Paris Game? Alors, il y en a eu quelques-uns. Je me demande si le plus beau souvenir, ce sera pas celui qu'on a vu la semaine qui arrive avec les Spurs qui débarquent pour Victor et pour 2 matchs face à une belle équipe des Pacers. Après, on a vécu des trucs chouettes. On a quand même eu la chance la première année en 2020 d'avoir Milwaukee qui va être champion 1 an plus tard. C'est pas rien. On a vécu des duels historiques. Alors le Chicago-Détroit, quand on l'a, c'est pas 2 équipes qui sont au sommet, mais c'est 2 franchises qui portent l'histoire du basket. C'est la conférence Est personnifiée, Chicago contre Détroit. Tu vois, ça a été des chocs légendaires. Jordan contre Isaiah Thomas. On a Cleveland l'année dernière. Tu vois ce qu'ils font Cleveland cette année. On a quand même parfois aussi de la chance. Les gens sont facilement, tu sais, en France, blasés de ce à quoi on a droit. On se rend plus compte de la chance qu'on a. Je peux te dire que tous les pays d'Europe et du monde rêveraient, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne rêveraient d'avoir des matchs NBA sur leur sol. Et nous, parfois, on se plaint parce que l'affiche ne nous suffit pas, etc. On a beaucoup de chance d'être choisi par la NBA pour avoir ces matchs chez nous, sur notre terrain, de pouvoir... alors pour les plus chanceux, être dans la salle et voir le match, pour les un peu moins chanceux, tenter sur les différentes opérations à Paris, etc., d'apercevoir des stars, c'est déjà bien, c'est déjà une chance qu'on a en fait. Et il faut s'en rendre compte de ça, on n'est pas garanti d'avoir à tout jamais un match NBA à Paris chaque année.
J'ai un petit faible pour le... C'est mon grand âge sans doute, pour le côté vintage des maillots. Et j'ai l'impression que je suis plus enclin aujourd'hui. Moi, les maillots, pour moi, c'est les vacances, c'est l'été à la plage. Voilà, quand je porte mes maillots de basket. Je sais pas, je te dis, c'est peut-être un côté vieux con que j'ai, mais tu vois, je pense que je préférerais porter un maillot Sean Kemp qu'un maillot aujourd'hui LeBron aux Lakers, l'été à la plage. Voilà, c'est un peu qui je suis, mais ça, je pense que c'est une question de préférence perso. Alors moi, ma plus belle pièce à moi perso, c'est un Kobe, c'est un 8 jaune des Lakers qui m'a dédicacé quand je l'avais interviewé. En perso, il m'a mis sa petite dédicace, il m'a signé un truc pour moi, et ça là, je la toucherai jamais, c'est ma plus belle pièce. Je le porte jamais, hein, évidemment, il va rester chez moi, celui-là, il bougera pas. Après, dans les plus beaux maillots de l'histoire, il y en a plein. Moi, j'ai un maillot vintage, par exemple, qui est devenu vintage, que quand j'avais acheté gamin, n'était pas vintage. Pour le coup, c'est un Tracy McGrady aux Raptors. Si y a le T-Mac, c'est... Ah bah ouais, voilà. Alors moi, je l'ai en blanc, ben bah, voilà. Celui-ci en blanc, moi j'ai... Le T-Mac aux Raptors avec ce logo du dino là, bien à l'ancienne. C'est en quelle année ça? 98-19, bah voilà. C'est pile la période où moi je l'achète. Je dois avoir 13-14 ans. Et pour mon anniversaire, mes parents ils m'achètent un truc comme ça, mais en blanc, donc de cette couleur là. Mes versions Tracy McGrady, c'était la hype du moment. Ça, c'est un maillot que je trouve absolument magnifique. Après, c'est mon enfance à moi, donc c'est peut-être pour ça que ça m'a marqué. Gamin, j'étais aussi fan de ce mec-là, de Kevin Garnett. Bizarrement, le seul maillot que j'ai de Garnett, il est au Celtics à Boston, numéro 5 en vert. Il a été champion avec eux, même si sa franchise historique, ça restera les Timberwolves, évidemment. Ah, tu sais que je les ai détestés, pourtant j'aime bien cette franchise, j'aime bien cette ville. Mais quand t'es fan des Lakers, t'es obligé de détester les Kings. Ça marche comme ça. Moi, année 2000, c'est franchise... Et alors c'est marrant parce qu'avec un mec qui gère le compte Twitter de la franchise en France de Sacramento, j'avais perdu un pari. Et donc j'ai dû présenter un SNL, mon émission du dimanche, un Sunday Night Live, et j'ai présenté un SNL avec un maillot de Chris Webber sous la veste. Ça a été une souffrance. Je le vois pas en direct. Le All-Star Game 2000, j'ai 14 ans. C'est l'époque où j'ai pas la NBA sur Canal+. Moi, j'ai jamais eu Canal+ en grandissant. Je devais toujours me débrouiller pour aller chez les copains, les potes dont les parents l'avaient. Et j'ai un pote dont les parents avaient Canal+. Et donc, à l'époque, putain, on va vraiment passer pour des vieux cons. On avait des VHS pour enregistrer ça. Et donc, j'ai un pote qui enregistre le All-Star Game sur VHS. Et on va se retrouver chez lui le lendemain pour regarder le All-Star Game et le concours de dunk. Et donc, je vois le concours de dunk sur VHS le lendemain. T'es là, t'es comme les mecs qui étaient au bord terrain, là, tous Shaquille O'Neal qui filmait et tout avec son caméscope, on a tous vu l'image. Et moi je suis pareil, je suis devant ma télé, je suis là, wow, c'est ça le basket, je suis en train de découvrir ça, j'ai 14 piges, tu vois, et je me dis c'est incroyable, je veux faire ça plus tard, tu vois. Magnifique. All right, here is Vince Carter with his first shot. Let's go home! Let's go home, ladies and gentlemen! Let's go home! Let's go home! Let's go home! Il est tout beau, tout chaud, il vient d'être fait, c'est ça? Il vient d'être fait. Il a été fait spécialement. Merci les gars, c'est adorable. Je suis très fier. Beau comme tout.